Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première interview avec Mathieu Louvet. J'espère que vous allez apprécier ce genre de format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu pour nous soutenir, ça fait vraiment super plaisir. Vous pouvez aussi nous poser des questions en commentaire. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et maintenant, bon visionnage à vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Bon, ben, bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite entrevue avec moi. Je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, savoir qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, de quoi tu vis, etc. Ça marche. Merci déjà pour l'invitation, Lucas. Ouais. Et donc moi, je suis Mathieu Louvet. Je viens du sud, pas loin de Toulouse. Et ce que je fais, c'est que je suis conseiller en investissement financier. Je fais des vidéos de la pédagogie donc sur l'investissement, sur la bourse essentiellement. Mhm. Et j'accompagne des particuliers dans leurs finances. Je les aide et voilà, j'essaie de démocratiser l'investissement. D'accord, ok, bon, ben c'est bien. Donc, du coup, tu investis essentiellement en bourse, c'est ça? À titre personnel, ouais, j'investis en bourse, j'investis en SCPI, j'investis obligations, crowdfunding. J'essaie d'être pas mal diversifié, ouais. D'accord, ouais, donc Et la majorité, c'est la bourse, ouais. d'accord, OK. Et c'est quoi tes stratégies en bourse? Sur quoi tu investis? Comment tu investis, et cetera? Yes, donc en fait, ouais, ma philosophie d'investissement, c'est vraiment l'investissement passif. C'est ça un peu qui me différencie, on va dire, de ce qu'on trouve généralement sur Internet. Mais bon, l'investissement passif se démocratise aussi, hein. Mais ma philosophie, c'est de dire, ben voilà, je suis pas meilleur qu'un autre investisseur. Et du coup, le but, en fait, d'aller chercher plutôt la performance du marché, d'aller chercher des choses qui demandent pas en fait forcément de compétences très techniques dans la sélection des entreprises, la sélection des actions dans son portefeuille, mais plutôt l'élaboration, tu vois, d'un bon portefeuille bien diversifié, long terme. Et voilà, c'est un peu la philosophie de l'investissement passif. Et cette philosophie, elle est beaucoup appuyée académiquement, scientifiquement. Beaucoup de gens ont montré que c'était très très dur en fait de battre la gestion passive. Et donc voilà, j'investis comme ça passivement. Donc ça veut dire que ça prend très peu de temps Mhm. et que je mets très peu mon nez dedans. Donc D'accord. donc voilà. OK, ouais, donc t'es pas un trader derrière les écrans toute la journée à regarder les graphiques, faire des grosses analyses et tout, OK. Tout l'inverse. Voilà, tout l'inverse de ça. OK, donc c'est quand même quelque chose qui est pour tout le monde, en fait. Si c'est relativement passif et que ça prend peu de temps, c'est que tout le monde peut investir en bourse, tout le monde peut commencer, en fait. Ah, exactement. Ouais. C'est accessible à OK, tout le monde. Vraiment. OK. Déjà en termes d'accessibilité, en termes de montant, tu peux investir à partir de 10 euros en bourse. Ouais. Et en termes de connaissances, bon, si ça demande quand même des bases parce que c'est risqué l'investissement en bourse, faut Mhm. apprendre à maîtriser ses risques, faut savoir vraiment ce qu'on fait. Mhm. Mais voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Quiconque veut se former sur le sujet peut. Ok. Il Bon, peut on faire ensuite parlera de de. belles choses pour son patrimoine. OK, bon, on parlera de formation, un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, toi, tu passes, essentiellement par des ETF, c'est ça? Donc c'est des trackers qui regroupent qui répliquent certains cours. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? En Ouais, détail. ouais, ouais. Donc les ETF, c'est super pour tout investisseur passif. Mhm. Donc c'est ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. En Ouais. français, fonds négociés en bourse. Ce que c'est en fait tout simplement, c'est un fonds. Donc j'imagine, voilà, vous connaissez peut-être ceux qui nous écoutent les fonds d'investissement. Donc que va nous proposer notre banquier par exemple. Donc c'est on met de l'argent et dedans le banquier va prendre cet argent et il va répartir sur plusieurs actions. Il va diversifier notre portefeuille. Donc ça c'est un fonds et un ETF, c'est un fonds, c'est pareil. Sauf que c'est négocié en bourse, ça veut dire que on peut l'acheter très simplement comme on achète une action, c'est-à-dire aujourd'hui avec une application, on appuie sur le bouton vert acheter, bouton rouge vendre, c'est très simple. Et donc c'est ça à la base un ETF, Mhm. c'est juste un fonds. Et ce que j'utilise vraiment, c'est les ETF qui sont indiciels. Indiciel, c'est quoi? Ça, c'est donc qui réplique les indices. Un indice, c'est quoi? Un indice, c'est par exemple le CAC 40, le plus connu en France. Le CAC 40, ça reprend les 40 des plus grandes entreprises, des plus grandes capitalisations françaises, genre Total, LVMH, Crédit Agricole, etc. Donc il y a 40 entreprises dedans, dans cet indice. Et ce que va faire l'ETF, c'est qu'il va investir pour nous directement dans ces 40 entreprises. Donc nous, si on investit dans un ETF CAC 40, en une seule transaction, on se retrouve avec 40 entreprises dans notre portefeuille.
Et ça commence à être un peu diversifié. Alors, ETF CAC 40, c'est pas celui que j'utilise forcément, mais on peut avoir des indices qui sont bien plus diversifiés, bien plus larges, comme le MSCI World, par exemple. Le MSCI World, c'est 1600 entreprises, des plus grandes capitalisations des pays développés, donc États-Unis, Europe, Japon, Canada, etc. Et dedans, donc avec une seule transaction, on va acheter un ETF MSCI World et notre portefeuille, d'un seul coup, il y aura 1600 entreprises, un portefeuille bien diversifié, un portefeuille long terme, quelque chose qui a très très bien marché historiquement. Et voilà, donc c'est ça un ETF. D'accord. C'est un fonds coté en bourse. Et après, une sous-partie des ETF, c'est les ETF indiciels qui répliquent des indices. D'accord, ok. Donc d'où la partie passive, dans le sens où c'est une société, en gros, qui va gérer via un ETF, et via l'indice, toutes tes actions, plutôt que toi les acheter individuellement une par une. C'est ça? Exactement, exactement. Ok. Et du coup, Il y a plusieurs avantages à ça. D'accord, ok. Comme quoi, par exemple? C'est quoi les avantages que tu vois de passer plus par un ETF que par des actions individuelles directement? Alors, il y a déjà l'avantage, c'est que en termes de gestion, c'est bien plus simple. Si demain tu veux acheter 1600 entreprises du MSCI World toi tout seul, tu vas devoir passer 1600 transactions. Tu vas être complètement perdu dans ton portefeuille et voilà, ça va être très 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 compliqué. Puis il faudra un capital très 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 important parce que tu as des actions qui coûtent 600 euros, sauf que tu dois investir que 0,1%, donc il faut que tu mettes énormément d'argent dessus, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, donc l'avantage, c'est qu'en termes de gestion, ça va être beaucoup plus simple. En termes d'auto-nettoyage, en fait, il y a un avantage des ETF, c'est que c'est un petit peu comme la Ligue 1. C'est-à-dire que quand on a des équipes en Ligue 1 qui sont pas très fortes, elles sont reléguées en Ligue 2. Donc elles sortent du classement de la Ligue 1. Mais les ETF, c'est pareil. Quand on a un ETF MSCI World, s'il y a une entreprise qui commence à être en bas du classement, qui commence à ralentir et à commencer à perdre en vitesse, ben, elle va sortir de l'ETF. En réalité, elle va d'abord sortir de l'indice, mais comme l'ETF réplique l'indice, elle va sortir de l'ETF et elle va être remplacée par une nouvelle action est plutôt en phase de vitesse, en tout cas en phase qui est en meilleure posture que cette entreprise-là. Donc il y aura tout ce travail en fait de renouvellement qui va en fait nous tenir à jour sur les marchés sans qu'on ait rien à faire. Donc ça aussi c'est un très bon avantage en fait des ETF. Ça permet donc encore une fois de rien avoir à faire en termes de gestion, mais en plus en termes de performance, c'est super intéressant d'avoir ce renouvellement d'entreprise. C'est un petit peu l'effet momentum pour ceux qui connaissent. Pour les profils un peu plus avancés, voilà, on va plutôt profiter des entreprises qui sont plus en phase de performance plutôt qu'en phase de sous-performance. Et voilà, ensuite on va dire qu'il y a l'avantage fiscal, c'est très efficient fiscalement les ETF, surtout qu'on peut les placer dans des enveloppes comme le PEA. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est plan épargne en action. Globalement, c'est une enveloppe fiscale avantageuse en France. Il y a peu de frais sur les ETF. ETF en moyenne, on peut trouver des ETF à 0,1%, 0,2%, 0,3% de frais par an, alors que notre banquier va plutôt nous proposer du 2% par an de frais, 3% par an de frais et 3% versus 0,3%, donc 10 fois moins. C'est complètement différent sur le long terme à cause des intérêts composés. C'est vraiment la différence sur 20-30 ans, elle est colossale. Souvent, elle est du simple au double. Donc voilà, bon, il y a plein d'avantages sur les ETF. Il y en a d'autres, j'ai pas cité. C'est transparent, voilà, c'est assez bien optimisé. Il y a plein de choses sur les ETF. Et c'est pour ça d'ailleurs, je disais au début que c'est très appuyé scientifiquement, académiquement par des études, etc. Beaucoup d'investisseurs, même de grands investisseurs. Enfin, le plus grand, par exemple, c'est Warren Buffett. Il conseille les ETF aux particuliers. Ouais, comme ça, il y a le côté passif, il y a le côté où c'est géré par des pros avec des frais qui sont vraiment très très faibles par rapport à une gestion où si on met l'argent par exemple à la banque et que c'est notre banquier qui va directement gérer l'achat d'actions, où on va se faire exploser au niveau des frais, la rentabilité sera pas folle, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis il y a un point aussi, c'est au niveau de la performance. Il faut savoir que il y a à peu près 94% des gérants professionnels en bourse. Sur le S&P 500, c'est l'indice vraiment phare du marché. Sur 20 ans, ils n'arrivent pas à faire mieux
que l'indice. Donc, en fait, des fois, on pense qu'on confie notre argent à des gestionnaires, à des fonds actifs qui vont faire les choses très bien. La très grande majorité, plus de 90% sur le long terme, ils vont faire moins bien que l'indice. Or, on sait bien que pour bien appliquer un indice, il suffit d'avoir un ETF. Donc, globalement, avec un ETF, nous, en tant que particuliers, on peut faire mieux sur le long terme que la très grande majorité des professionnels. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi. Genre, c'est fou. Tu te dis, moi, j'ai pas fait un doctorat en finance et je peux battre les fonds professionnels. Tout ça parce que, en fait, c'est très optimisé, c'est fiscalement avantageux, il y a peu de frais, etc., etc., et que c'est très, 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 très dur de battre les indices aujourd'hui. C'est trop dur, en fait. Il y a trop, en fait, de professionnels qui essayent de battre. Le marché, c'est 90% de volume, c'est des pros. Tout le monde essaye, en fait, de battre le marché. Quand tu achètes une action en bourse, quand toi, tu achètes, tu as l'impression de faire une bonne affaire. Le vendeur en face, il se dit aussi qu'il fait une bonne affaire. Donc, qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Et en fait, il faut être assez humble sur le marché et se dire, bon, mais je ne suis pas meilleur que l'autre. Autant avoir la performance des indices. Et je suis sûr que sur le long terme, je vais faire mieux que si j'avais placé mon argent dans les fonds d'un gestionnaire professionnel. Ok. Donc une stratégie, par exemple, de DCA pour une personne qui débute, pour toi, c'est vraiment le top sur des fonds indiciels. C'est pour une personne qui vraiment commence et voudrait commencer en bourse, c'est peut-être la base, c'est par là qu'il faudrait qu'il commence. Ouais. Bah, DCA, donc, pour définir ceux peut-être qui nous écoutent, qui connaissent pas, c'est Dollar Cost Average. Ça veut dire qu'on va investir, par exemple, 100 euros tous les mois. Donc, l'intérêt, en fait, c'est de lisser nos entrées et de pas investir tout la veille de mars 2020 et où après le marché il fait moins de 30%. Le but, voilà, c'est de lisser un peu nos entrées, d'arriver sur le marché un peu tous les mois. Et comme ça, s'il y a eu un crack, ben, on achète. On a acheté haut, certes, mais on achètera aussi quand c'est bas. Et voilà. Et ça permet de limiter la volatilité. Et ouais, non, clairement, en fait, pour un débutant, mais moi, ma philosophie, c'est que même pour un profil très avancé, il y a rien de mieux qu'un bon DCA sur des ETF. Et si tu veux faire du stock picking, donc aller sélectionner un peu tes actions toi-même et créer ton portefeuille, moi, ma recommandation, c'est d'abord un portefeuille d'ETF bien diversifié en core, tu vois, en core portfolio. Donc, un bon pourcentage, après à voir à quel pourcentage tu veux, mais moi je dis au moins 75%, tu vois, d'ETF. Puis après 25%, tu essaies de battre les marchés et surtout tu analyses bien ta performance, tu essaies de bien te comparer aux indices pour voir si effectivement tu y arrives ou pas. Mais bon, comme il faut se comparer sur 10-20 ans, dans 20 ans, si tu te dis ah mince, j'ai sous-performé, ben, le manque à gagner, il est quand même très conséquent. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même avoir une grosse partie en ETF. Ouais. Et est-ce que toi, du coup, tu as un petit chouchou, un petit ETF que tu préfères par rapport aux autres, sur lequel tu investirais peut-être un petit peu plus ou pas du tout? C'est vraiment Oui, carré. bah forcément, il y a des ETF, on investit plus, par exemple un ETF S&P 500, ouais, parce que c'est un peu le S&P 500, c'est un peu le là du marché, c'est le marché de référence, le marché américain, et du coup, ben, c'est quand même bien d'en avoir dans son portefeuille. Donc ouais, moi, l'indice qui doit le plus peser, je pense, dans mon portefeuille, c'est le S&P 500. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça t'est venu cette idée d'investir en bourse? Comment tu t'es lancé là-dedans? Je crois qu'il y a ta famille, tu faisais un petit peu de bourse quand tu étais jeune avec eux, c'est ça? Ouais. Alors en fait, moi j'ai eu l'immense chance d'avoir une éducation financière, c'est-à-dire que mes parents ils m'ont toujours sensibilisé au sujet. Moi j'ai eu un compte titre en 2003, j'étais mineur, donc au début je comprenais pas ce qu'on faisait, mais on faisait des trucs. Bon, au début on avait des fonds de banquiers, donc on a fait un peu n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai calculé le manque à gagner, il est assez colossal, hein, parce qu'il y avait des frais, parce que c'était mal diversifié, etc. Et, euh, et donc, ouais, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui me sensibilisent au sujet. Bon, ils étaient pas, je veux pas dénigrer mes parents, hein, si vous m'écoutez, je vous en veux pas. Mais ils étaient pas experts en bourse, quoi. Ils étaient pas très, très bons en bourse. Ils étaient bons en immobilier. Ils sont bons en immobilier. Hein. Ils ont 2-3 biens, ça se passe très bien. Mais ouais, en bourse, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, immobilier, bon, on sait faire.
la bourse, je suis sûr qu'il y a une opportunité. Et c'est vrai parce que la bourse, les actions, c'est la classe d'actifs la plus performante historiquement. C'est le truc le plus passif qui existe, quoi. Tu peux vraiment aujourd'hui, tu peux rendre ça 100% automatique, hein. C'est-à-dire, tu peux y passer 1 heure, 2 heures, le temps de la mise en place, et après, t'as plus rien à faire parce que tout se fait automatiquement. Il y a un prélèvement SEPA qui prend ton argent, qui investit direct, tac, tac, tac. Donc, c'est hyper passif. L'immobilier, moi, je vois des amis autour de moi, je vois des proches. Il y a toujours un problème de douche, il y a toujours un truc. C'est pas 100% passif. Il y a une charge mentale, etc. Moi, je dors sur mes 2 oreilles la nuit avec mes investissements en bourse, il y a aucun souci. Donc, je savais qu'il y avait une opportunité. Donc, moi, j'ai vraiment creusé le sujet. Et ça m'a passionné, etc. C'est pour ça que je suis devenu conseiller en investissement financier et que j'ai monté ma chaîne YouTube, mon site internet, etc. pour aider les gens. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup la bourse. J'aime beaucoup la bourse. Ok. Et au niveau du coup, de ton diplôme de conseiller en investissement financier, pardon, tu as créé une formation. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation, à qui elle s'adresse, de quoi tu parles et voilà, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ta formation? Ouais, ben en fait, donc il y a toute la chaîne YouTube, il y a le site internet, etc. Après, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, donc j'ai créé donc une formation en ligne. Et en fait, donc il y a vraiment tout, tu vois, pour être très bon en bourse. Et je suis transparent à 100% dedans. Je montre tous mes investissements, je montre mon portefeuille. Il y a tout sur les actions, sur les ETF, sur des ETF avancés, sur les obligations. On parle de SCPI, donc l'immobilier passif. On parle de crowdfunding. On parle de gestion patrimoniale. On parle d'optimisation fiscale. On parle de défiscalisation. On parle c'est plus que la bourse. C'est vraiment un programme patrimonial d'investissement un peu à 360 degrés. On parle même d'immobilier physique. Il y a des masterclass, des gens qui viennent en parler, des invités experts de leur domaine qui viennent en parler, etc. Donc c'est ça, et c'est aussi un coaching groupé tous les mois. Tous les mois, il y a un coaching groupé en direct, on fait ça. Donc je réponds à toutes les questions aussi toutes les semaines en vidéo. Enfin, c'est vraiment un truc où normalement tu es censé arriver. Tu sors de là, tu es autonome à 100%, tu sais exactement où tu vas et tu sais quel investissement faire, tu as diversifié ton patrimoine et tu as optimisé ta fiscalité, tu as tout fait pour être bien, pour être serein et après pour aller profiter de ton temps ailleurs parce que tu as rendu ça le plus automatique possible. Donc voilà, c'est ça le programme, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin et voilà, en tout cas, je suis super content parce qu'il y a des super retours dessus et les gens sont super contents, donc moi aussi. Bon, c'est bien. Bah, en gros, ouais, en fait, c'est plutôt que d'aller chercher de l'information sur YouTube où des fois on aura 3-4 informations différentes sur le même sujet. Là, avec la formation, il y a tout qui est carré, il y a tout qui est propre. Et quelqu'un qui s'y connaît pas, qui débute, il a juste à aller de la formation, regarder les vidéos dans l'ordre. Et voilà, il va savoir 99% de ce qu'il y a à savoir pour pouvoir investir en bourse tranquillement et durablement. C'est ça? C'est ça, et il y a tout l'accompagnement après, parce qu'on a toujours des questions très précises sur notre situation, sur moi dans mon cas j'ai ça, comment je fais, etc. Et là, nous on répond. Donc moi je suis à fond dessus et je travaille aussi avec un autre conseiller en investissement financier, conseiller en gestion de patrimoine, plus expert sur tout le domaine fiscalité, etc. Des fois on a je sais pas des dossiers qui sont qui l'accompagnent lui ou je sais pas moi des gens qui sont entrepreneurs, qui ont une société, qui veulent créer une holding, qui veulent défiscaliser, qui veulent faire des trucs plus complexes que ça a priori. Et là on peut carrément aller plus loin, proposer un accompagnement personnalisé, donner nos contacts. On commence à avoir pas mal de relations autour de nous. On peut aussi les gens qui veulent faire de la SCPI. Moi, j'ai un associé avec qui je travaille aussi qui est SIF et qui peut distribuer des SCPI, qui peut aussi proposer un cashback intéressant, etc. Donc, on met tout à disposition en fait pour les personnes de A à Z, quoi.
Ok, bon, bah, c'est bon. Du coup, pour les personnes qui nous regardent, si jamais vous êtes intéressés, il y aura le lien directement dans la description. Je pense que tu vas pouvoir m'envoyer un petit lien ou un truc comme ça. Oui, je Voilà, peux si t'envoyer vous ça. êtes Ouais. intéressé. Voilà. Et pour revenir vite fait un petit peu à la bourse, c'était quoi tes objectifs quand tu t'es lancé en bourse? Du coup, c'était de te diversifier, c'était plus de gagner de l'argent, de protéger ton argent. Comment tu l'as vu au tout début où tu t'es lancé? Ouais, alors moi, c'était plus dans une optique de me dire, euh, ok, je suis assez jeune, la retraite c'est dans X années, 40 ans, 43 a priori, 45, 46 peut-être. Euh, et en fait, moi, je voulais vraiment... c'est aussi grâce à cette éducation financière que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai toujours compris que on pouvait gagner certes de l'argent via le travail, etc., mais aussi ensuite valoriser l'épargne qu'on a et l'argent qu'on a épargné et en faire quelque chose ensuite. Donc moi, le but, c'était plus dans une optique de plus tard une certaine indépendance, une certaine liberté financière, des revenus qui viennent de mes placements, de mes investissements. Moi, c'est ça le but. C'était pas nécessairement de diversifier mon patrimoine. Ça vient après quand tu comprends que il faut que tu diversifies si tu veux limiter tes risques, si tu veux avoir ces revenus plus tard, il faut. Et donc ouais, moi c'est plus pour voilà pour les revenus, pour gagner de l'argent passivement, je suis en quête plutôt de liberté quoi. D'accord, ok. Et du coup, pour le jour où tu atteindras cette liberté, comment tu vas gérer ton portefeuille? Est-ce que tu as peut-être des ETF qui te versent des dividendes ou se réinvestissent, ou alors tu vas faire la règle des 4% et tu vas retirer un tout petit peu de ton patrimoine, tu vois, le jour où tu seras à la retraite, entre guillemets, plus tard? Ouais, bah ça c'est une question qui revient souvent, très intéressante parce que il y a une idée reçue, c'est qu'il faut avoir des dividendes pour avoir des revenus passifs en bourse. Et c'est possible, mais il y a une autre solution, c'est effectivement de vendre une partie de son portefeuille. Et a priori, on se dit, oula, mais non, mais si je vends, je vais l'épuiser, mon portefeuille, après, j'aurai plus rien, il faut surtout pas vendre, etc. Pourtant, c'est le plus optimisé. C'est ce que pratique d'ailleurs Warren Buffett. Warren Mhm. Buffett, il touche pas des dividendes avec son entreprise Berkshire Hathaway, il vend une partie de ses positions pour toucher vraiment du cash sur son compte. Et pourquoi? Pour deux principales raisons. La première, c'est que toucher des dividendes, c'est pas du tout optimisé en France, et dans la majorité des pays d'ailleurs, c'est pas optimisé fiscalement. C'est-à-dire que quand tu touches des dividendes sur un compte titre, sur PEA, bon, c'est une exception, mais sur PEA, il faut faire attention. C'est que pour les entreprises françaises où c'est intéressant. Pour les autres, il y a quand même des prélèvements à la source. Mais bref, imaginons qu'on est donc sur un compte titre. Si on touche des dividendes, si on touche 1000 euros de dividendes sur un compte titre, on est imposé à 30% sur ces 1000 euros. Ça veut dire qu'en fait, on ne touche pas 1000 euros, on touche 700 euros. Parce qu'il y a 300 euros qui partent aux impôts. Alors que si on fait une vente, et un dividende, ça agit un petit peu comme une vente, comptablement, enfin, en termes de flux de trésorerie, c'est globalement la même chose. Parce que quand on touche un dividende de 1000 euros, notre portefeuille en bourse baisse de 1000 euros. Donc, c'est grossièrement comme une vente. Et quand on fait une vente, par contre, de 1000 euros, c'est pas, l'imposition va pas être sur les 1000 euros. Elle va être sur la part de la plus-value retirée. C'est-à-dire que si on a un portefeuille de 100 000 euros, qu'on a versé 50 000 euros et qu'on a gagné 50 000 euros de plus-value grâce à nos placements qui ont généré des intérêts, etc. En fait, on n'a que 50% de gains. On a 50% de versement, 50% de gains. Quand je vais retirer 1000 euros, je ne vais pas être imposé sur les 1000 euros, je vais être imposé sur 50% de 1000 euros. Donc sur 500 euros. Et sur 500 euros, je vais payer 30%. Donc j'ai payé 150 euros d'impôt au lieu de 300. Donc on vient de réduire notre fiscalité par 2, simplement en se versant des rentes par la vente plutôt que par les dividendes. Ça, c'est ce qu'a très bien compris Warren Buffett. C'est ce qu'il nous explique dans sa lettre de 2012 d'ailleurs. Il explique très bien comment il fait ça. Et donc ça, c'était le premier point, c'est que fiscalement, les dividendes, c'est pas optimisé. Donc en fait, pour être rentier en bourse, c'est plus optimisé de faire une rente par vente que par dividende. J'ai sorti une vidéo pour ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Ok, ben on la mettra. J'explique ça en profondeur. Et la deuxième raison, c'est que la rente par dividende, c'est pas vous qui décidez. C'est-à-dire que si demain l'entreprise elle coupe ses dividendes, vous avez plus de rente.
Si demain l'entreprise décide de diminuer son dividende, vous avez moins de rente. Si demain l'entreprise décide de verser plus de dividendes, vous avez une rente qui augmente. Sauf que vous, c'est pas ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous voulez plutôt que votre portefeuille continue de fructifier et pas payer 30% d'impôts sur l'ensemble de ces dividendes. Et donc, avec la rente par vente, ce qui est bien, c'est que tu peux maîtriser à 100% tes rentes, maîtriser à 100% ta fiscalité, qui est déjà plus optimisée. Et donc, du coup, tu peux vendre vraiment ce que tu as besoin. Et donc, avoir un système de rente sur mesure et vraiment bien maîtrisé. Et tu peux même être flexible, c'est-à-dire que quand tu as les marchés qui baissent, si tu as d'autres ressources de revenus, enfin, sources de revenus à côté, bah, tu te dis, OK, les marchés baissent, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vendre. Là, je vais peut-être attendre un peu. Ça, tu peux le faire avec une rente par vente. Tu peux pas le faire avec une rente par dividende. Et donc ça peut être une très bonne pratique en fait d'être flexible en fonction des marchés. D'accord, ok. Donc, ouais, donc toujours pareil, hein, dans l'optique de rester relativement passif plutôt que d'avoir le portefeuille qui diminue tout le temps avec les dividendes. Il vaut mieux que ce soit nous qui choisissions quand est-ce qu'on retire de l'argent, quel montant, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire avec les dividendes, mais qu'on peut faire avec la fameuse règle des 4%, qui est adaptable, du coup. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Après, il faut pas trop retirer. Les gens pensent que si on retire, notre portefeuille va s'épuiser. Mais si tu retires autant que les dividendes que tu touches, par exemple, si tu as des ETF qui sont capitalisants, qui réinvestissent les dividendes, au lieu d'avoir un ETF distribuant, si dans ton capitalisant, ben, tu retires le même montant que ce que te versait un ETF distribuant, globalement, tu as le même portefeuille. Hein. Tu vas pas plus épuiser ton portefeuille qu'avec un ETF distribuant. Et donc, si tu retires que ces petits montants à chaque fois de dividendes, ton portefeuille, il va pas s'épuiser. Enfin, bon, ça dépend le yield, mais non, il va pas s'épuiser. Si c'est à 1 ou 2% de yield actuellement, ça va pas s'épuiser. Parce que derrière, tu as une performance long terme qui est bien au-delà. Et puis en plus, quand tu retires que 2% tous les ans, si tu fais que 2%, puis 2%, puis 2%, à chaque fois, il te reste tout le temps de l'argent, tu vois, puisque tu retires jamais 100%. C'est 2% de la valeur actuelle. Ensuite, donc, il te reste toujours 98% de la valeur actuelle chaque année, quoi. Ouais, puis si tu as fait un bon investissement, normalement, au fur et à mesure des années, c'est quand même censé augmenter. Donc, voilà, t'enlèves juste un petit peu de performance, mais pas de capital, on va dire. Voilà. Et pour un débutant qui commence, qui aurait peur de commencer à investir en bourse, qui se dirait peut-être c'est risqué, je vais perdre mon argent, voilà, tu vois, typiquement le mec qui était pas trop sûr de lui, qui investit en mars 2020 et qui voit qu'un mois après, il y a tout qui s'est écroulé, tu vois, qui se dit ouais la bourse en fait, on perd en bourse et qui va déconseiller aux gens d'investir. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour contrer un petit peu ce discours-là? S'il avait attendu juste quelques mois de plus, il aurait retrouvé ses investissements et il aurait même dépassé son investissement initial. C'est-à-dire qu'après 2020, après mars 2020, on a eu un rebond. On a eu un sacré rebond qui a complètement gommé la chute et qui a même ensuite dépassé les plus hauts historiques. Donc en fait, le remède face aux crises et face aux chutes brutales et face à la volatilité court terme des marchés, c'est le temps. C'est tenir ses investissements long terme. Si on n'est pas prêt à tenir nos positions sur quelques années, ça sert à rien. Ne venez pas en bourse, c'est pas fait pour vous. Allez chercher plutôt autre chose. Allez chercher, je sais pas moi, du crowdfunding, des SCPI. Il y a d'autres classes d'actifs. Ok, donc ouais, faut vraiment avoir une vision long terme pour pouvoir investir en bourse. Et le mec, il se dit aujourd'hui, ok, je vais mettre, j'ai 50 euros à investir, je vais les mettre comme ça, peut-être que le mois prochain, j'aurai 500, 600 euros, et le mois d'après, j'aurai 15 000, 20 000 euros. Ça, voilà, c'est quand même une idée reçue. Il faut se dire qu'il faut investir sur quoi, un horizon à peu près, qu'est-ce que tu conseilles, 10, 15 ans d'investissement ou... Ouais, la bourse au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Et en DCA, ouais. Ok, bon, ben nickel. Ok. Et du coup, tout à l'heure, je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport à tes parents. Ils t'ont donné une éducation financière. C'est pas le cas de beaucoup de personnes en France. C'est même relativement tabou de parler d'argent avec ses parents, avec ses amis, avec voilà, son entourage. Est-ce que pour toi, il y a eu ce tabou du coup d'argent ou pas du tout? Vu qu'ils t'ont enseigné, est-ce que vous parliez quand même d'argent ou c'était juste fais attention à ça, fais attention à ça? Non, on parlait d'argent. Alors, je sais pas comment c'est dans les autres familles, mais nous, il n'y avait pas de tabou. Je sais,
je sais combien d'argent ont mes parents, je sais combien vaut leur placement, voilà, je sais tout, je savais combien ils gagnaient. Je sais pas comment c'est dans les autres familles, mais non, il n'y avait pas de tabou sur l'argent, on pouvait en parler librement et c'était nécessaire d'en parler en fait parce que ouais, pour moi ça fait partie d'une éducation à donner à ses enfants. Alors évidemment pas quand ils sortent du berceau et pas quand ils sont encore insouciants et qu'ils ont d'autres choses qui s'en foutent complètement de l'argent. Mais voilà, quand ils ont commencent à avoir une appétence un peu à demander. Moi, je me souviens très bien quand j'ai demandé à mon père, c'est quoi une action? Franchement, j'ai trouvé ça fou. Moi, j'ai ce souvenir dans ma tête où j'ai dit à mon père, ouais, c'est quoi une action? Comment ça marche? Je comprenais rien. Ça me semblait absurde, ce monde de comment ça, une propriété d'une entreprise cotée en bourse, mais c'est quoi ça? Non, mais après, même si les gens ils sont pas intéressés par la bourse, etc., je trouve que c'est quelque chose d'obligatoire, quelque part, d'avoir au moins ces notions, parce que si tu les as pas, c'est quelqu'un qui va les avoir et qui va t'avoir. C'est-à-dire qu'il va te proposer ensuite des trucs chers, il va te proposer du Pinel, des placements chargés en frais qui vont te ruiner, entre guillemets. Et voilà, donc je sais que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps dans leur travail et après on a de l'argent dûment gagné. C'est un peu bête ensuite de se faire avoir par notre banquier qui va nous siphonner un peu cet argent-là. Donc ça vaut vraiment le coup de passer voilà quelques heures, quelques semaines un peu à se former, à lire des livres, à regarder des vidéos, à écouter les interviews de Lucas pour en apprendre plus, quoi. Et pour pas se faire avoir surtout. Au moins ne pas se faire avoir. Et au mieux, développer son patrimoine passivement, faire fructifier son argent et pas perdre en pouvoir d'achat avec l'inflation, etc., etc. Ouais, j'allais y venir. Il faudrait réussir en fait à avoir au minimum sur un portefeuille boursier une performance qui juste égalerait l'inflation. Au moins, ça fera pas gagner d'argent, mais on n'en perdrait pas. Et ça, aujourd'hui, beaucoup trop de personnes laissent leur argent sur des livrets A, qui je crois qu'il y a 2% aujourd'hui, contre une inflation qui est vachement plus haute. Et ils se rendent pas compte, vu que le montant ne diminue pas sur le livret A, ils se rendent pas compte qu'ils perdent de l'argent et notamment du pouvoir d'achat. Et c'est exactement ça. J'entendais une amie là qui plaçait de l'argent pour sa fille sur un livret A. Et j'ai fait le calcul. Je lui ai pas dit, hein, je veux pas. Moi, si on me demande pas, je veux pas être intrusif. Mais je fais le calcul. En gros, si tu places 1000 euros pour ton enfant sur un livret A à l'âge 0, et donc à l'âge de 18 ans, tu lui donnes son livret A. Historiquement, ces 1000 euros, ils seraient devenus 500 euros en termes de pouvoir d'achat, donc divisé par 2. C'est quand même super dommage. C'est-à-dire que bon là j'ai 10 000 euros, mais imaginons tu mets 10 000 euros, tu viens de brûler grossièrement 5 000 euros de ton épargne, parce que sur 18 ans, il y a l'inflation qui est venue grignoter le pouvoir d'achat de ton enfant. Donc ça, c'est super dommage. Alors que si tu investis en bourse, si tu fais des choses en plus sur 18 ans, c'est un horizon long terme. Donc, il y a moyen de faire des choses super intéressantes. Si tu investis en bourse, historiquement, depuis 1802, donc c'est quand même des grosses données, la bourse rapporte 6% net d'inflation par an. 6% net d'inflation. Hein. Donc c'est quand même super intéressant, quoi. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec des ETF, avec des trucs comme ça. Mais bon, ça demande de la connaissance, ça demande d'avoir eu voilà, les infos, c'est sûr. Hein. De s'y intéresser un petit peu. Ouais, en fait, pour investir en bourse, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il faut juste se dire, bon, ben ok, j'investis mon argent, il reste là, et puis, entre guillemets, j'y touche plus. Comme tu dis, genre pendant 18 ans, je touche plus à cet argent, et puis on est tranquille, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Comme disait Eugène Fama, qui est un prix Nobel de l'économie, qui a théorisé pas mal de choses sur les marchés financiers, il dit l'argent c'est comme le savon, plus tu touches, moins t'en as. Voilà, grossièrement c'est ça. Donc si tu sais bien placer ton argent sur des trucs passifs et que ça fait des petits comme ça, il faut pas y toucher. Et si tu arrives à tenir 18 ans pour ton enfant,
tu Mhm. peux vraiment être gagnant, quoi. Carrément. Ok, mais ouais, c'est vrai qu'il faut, ouais, pour toutes les personnes qui nous regardent, plutôt que d'ouvrir des livrets, qu'est-ce qu'elles auraient comme possibilité? Est-ce qu'elles peuvent ouvrir un compte titre, un livret, enfin, non, justement, pas un livret, mais un PEA ou un compte titre pour un enfant ou... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. En fait, elles peuvent ouvrir, pour un enfant, elles peuvent ouvrir une assurance vie ou un D'accord. compte titre ou un PER. Grossièrement, il y a 3 solutions, tout en des spécificités un peu différentes, mais oui, il y a moyen de faire de très bonnes choses pour ces enfants. Ouais. Alors surtout parce que là, j'ai 18 ans, mais il y a des parents qui vont se dire non, à 18 ans, je vais continuer à financer mon enfant, il n'aura pas d'argent, donc ça sert à rien de lui donner ça. Mhm. Donc même on peut faire sur 20 ans, 25 ans des trucs, ça peut aller loin. Ouais. Et puis là, grâce à la magie des intérêts composés, ça peut faire de très belles enveloppes. Exactement. Oui. Je crois que, je crois que tu avais mis un post sur Instagram, ou je sais plus où j'ai vu ça. Si tu investis sur, je sais plus ce que c'était, hein, les données, je te donnais des trucs bateaux. Si tu investis sur un an, tu as 70% de chances de perdre. Si tu investis sur 5 ans, tu en as 20%, et jusqu'à 20 ans. Et au bout de 20 ans, tu as 0,1% de chances de perdre en bourse. Enfin, Ouais, c'est exactement ça. C'est les données historiques mhm. sur la bourse américaine. Sur un jour, c'est 50%. Un Tu jour, mets de 50. l'argent, c'est le casino, en fait. Oui. 50% de chances de gagner, 50% de chances de perdre. C'est le Tout mettre sur. casino, c'est vraiment le casino parce qu'il y a même la banque, hein, c'est-à-dire que tu mets de l'argent, tu as des frais. Donc c'est Mhm. grossièrement comme si au casino, tu avais le petit zéro vert qui compte pas aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'est ça. Après, sur un an, ça descend, ça diminue. Sur 20 ans, tu as presque 0% de chances de perdre. Et ça, c'est si tu investis une seule fois. Ok. Alors, si tu fais un DCA tous les mois, là, ta probabilité, elle baisse encore plus. Donc là, sur 20 ans, historiquement, personne n'a perdu d'argent en faisant un DCA sur 20 ans en bourse. Ok, ouais, la moyenne d'achat, elle baisse, du coup, parce que même quand les prix baissent, du coup, on baisse notre moyenne d'achat, et du coup, dès que ça remonte, on a plus de chances de pouvoir gagner. C'est ça. Et Et là, je prenais justement le tableur là, ouais. des intérêts composés, tu vois. Si tu as des calculs, je peux te les faire. Là, pour revenir à ce qu'on disait là, quand tu places 10 000 euros pour un enfant, tu vois, à 6% par an, et bien en fait, au bout de 18 ans, il obtient 28 000 euros. Tu vois, donc tes 10 000 euros D'accord. sont passés à 28 000. Et donc j'ai pris 6% par an, ce qui est net d'inflation historiquement pour la bourse. Ok. Voilà, au lieu Ouais. de passer de 10 000 à 5 000, on passe de 10 000 à 28 000. C'est quand même une autre Ça peut chose. être intéressant de se former un petit peu, d'essayer de s'intéresser au sujet, même de loin, pour savoir ce qui est possible de faire. Bah, Et, exactement. Ok. Et du coup, bon, on a parlé beaucoup de bourse et tout ça. J'aimerais vite fait te parler de toi en tant qu'entrepreneur. Au niveau de ta vie perso, comment tu as vécu ce... Donc, tu as monté ta chaîne, tu étais salarié chez Thales, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Comment tu as passé ce cap de se dire, OK, maintenant, je démissionne, et puis je vis de YouTube, je vis de ma passion, de mes formations, etc. Ouais, alors vraiment moi à la base, quand j'ai mis ma première vidéo en ligne sur YouTube, c'était pas du tout prémédité de un jour en vivre ou quoi que ce soit. Moi à la base c'est ma sœur qui me dit, elle me posait une question sur l'immobilier d'ailleurs, c'était même pas sur la bourse. Elle me dit mais Mathieu, mais crée une chaîne YouTube, comme ça tu feras profiter à tout le monde quoi de ce que tu sais. Et je fais ouais bon pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos. La première vidéo, voilà, c'est comme tu mets une vidéo sur YouTube pour la première fois, voilà, ça fait rien du tout. Après, je regardais un peu les statistiques un mois plus tard, je fais ah, je crois qu'il y avait eu 100 vues. Et d'accord. je fais ah quand même, 100 vues, c'est un amphithéâtre, c'est pas mal. Et puis après, j'ai continué les vidéos. Il y a eu le Covid aussi, ça a donné du temps pour faire des vidéos, etc., etc. Et là, je me suis dit, ah oui, les gens commencent à aimer, il y a quelque chose. Et puis, il y a peu de gens qui parlent de l'investissement passif sur YouTube. Il y a peu de gens qui parlent des ETF. Il y en a qui en parlent, mais pas avec la philosophie de dire, ouais, en fait, c'est peut-être la meilleure manière d'investir en bourse, quoi. Les gens, Mhm. ils en parlent, voilà, oui, il y a des ETF qui existent pour investir sur les jeux vidéo, regarder cet ETF, etc. Ok. Mais moi, c'est pas du tout ce que je voulais passer comme message. Mhm. Et du coup,
du coup, j'ai continué à faire ça. Et puis après, quand j'ai vu en fait que il y avait quelque chose, quand je sais pas, les premières vidéos commencent à te rapporter de l'argent sur YouTube avec la monétisation, etc. Je me suis dit bon, ben en fait moi, ça me plaît tellement que j'ai envie de pendant 6 mois, j'arrête le taf et je fais que ça pendant 6 mois. Et dans 6 mois, on voit ce que ça a donné. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Et ces 6 mois, ils sont devenus plus de 3 ans maintenant. Donc D'accord. je continue, quoi. C'est beau. C'est bien. Et du coup, tes parents, comment ils réagissent à ça? Comment ils se disent, putain, on a bien fait de lui en parler quand il était jeune. Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Parce que c'est quand même un métier particulier, même si c'est beaucoup développé aujourd'hui. YouTube, je pense que ça reste particulier quand tu dis aux gens, je vis de YouTube, je vis de ce genre de choses. Ouais, bah, mes parents, globalement, ils m'ont suivi, ils m'ont dit, bah, ils m'ont fait confiance et après, ils étaient aussi étonnés que moi, en fait. Donc, quand je leur disais, ouais, ça marche bien et tout, les gens aiment bien ce que je fais, etc. Ils font, ah bon, et tout, ils commençaient à suivre aussi, du coup, ils regardaient mes vidéos. Et puis voilà, après, les parents, forcément, tu les rassures quand tu commences à toucher des revenus. Donc, quand tu commences Mhm. à gagner de l'argent et que ça marche, ben là, de suite, ils disent, ah ben oui, ben vas-y, continue, hein, si ça marche. Il n'y a pas de souci. Après, bon, je- non, mais ils me l'ont pas dit, mais bon, comme ils ont payé mes études d'ingénieur, etc. Bon, peut-être que Mhm. au début, je pense qu'ils étaient là, bon, qu'est-ce qu'il fait? Mais ils ont vu que c'était quelque chose de sérieux, quoi. Je suis pas parti, je suis pas, voilà, j'ai pas fait n'importe quoi non plus. J'ai essayé de faire ça bien et du coup, non, ils ont eu confiance et il n'y a pas eu de souci sur ça. Ok, bon, bah, c'est bien. Et du coup, on parlait de monétisation de YouTube. Est-ce que tu peux nous dire combien la chaîne S'Investir gagne tous les mois? Je sais que tu as fait un post il y a très peu de temps sur Instagram là-dessus. D'ailleurs, Ouais, j'ai fait une story sur Insta où je montrais avec transparence combien je gagnais. Grossièrement, c'est autour de 1 500 € par mois la chaîne YouTube, ce qu'elle Ouais. rapporte. Et là, en novembre, j'ai fait le meilleur mois ever de la chaîne. 2 500 € elle a rapporté. D'accord. Donc, je Ouais, sais pas ce qui s'est passé, mais c'est mes vidéos, je pense, sur les dividendes et sur justement la rente par vente, etc. Elles sont sorties en novembre, D'accord. qui ont bien plu, je pense. ok, ouais, c'est des vidéos quand même qui sont très travaillées, qui sont très poussées. Tu dois faire une grosse recherche certainement derrière. Et c'est vrai que c'est des vidéos qu'on voit pas partout. Donc c'est des vidéos qui peuvent plaire. C'est comme ça d'ailleurs, moi, que je t'avais connu il y a de ça quelques années déjà. Il y a un an, je crois, une grosse année. Et voilà, c'est des vidéos très, très sympas et tout ça. Et ok. Et au niveau de ta formation et de ton patrimoine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu as envie de nous parler? Où est-ce que tu C'est-à-dire, en es là? Quel est ton revenu en gros, toi, en tant que Mathieu Louvet, entrepreneur? Je parle bien de entrepreneur hein, pour rester plus ou moins vague, sachant qu'il y a les impôts, ouais, les entre tout. cotisations fiscales et tout ça, ouais. Entre tout, donc ma société, j'ai monté une société depuis et globalement, on peut dire que mes revenus, c'est en moyenne, parce que je me verse un salaire, mais aussi des dividendes, oui, parce que t'es obligé des fois de te verser des dividendes aussi. Hein. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah oui, pourquoi toi tu te verses des dividendes? Eh ben oui, parce que ma société elle est pas cotée en bourse, donc je peux pas vendre mes actions. Moi. Je peux pas vendre une D'accord. partie, je peux pas faire ça. Donc, et puis c'est ma société, donc émotionnellement, j'ai pas envie de vendre des actions, tu vois. Ce Alors qui que est bon. quand c'est pas ta société, bon, mais voilà, c'est une valeur comme une autre. En Et plus, c'est d'ailleurs, ton image. ouais, il faut mettre le moins d'émotions possible dans vos investissements en bourse, d'ailleurs. Non, donc du coup, ouais, je me verse des dividendes et un salaire. Globalement, c'est autour de 10 000 € par mois. D'accord. Donc Ok. ça marche très bien. Enfin, 2022, en fait, c'était une très très bonne année pour s'investir. D'accord, bon, tant mieux, félicitations. Parce que Merci. c'est Et du bien. coup, les revenus, il y a formation, il y a YouTube et il y a affiliation, c'est-à-dire que quand je parle de courtier que j'utilise, par exemple, j'utilise Trade Republic, moi j'utilise Boursorama pour mon PEA, etc. Donc je parle d'eux et aujourd'hui, en fait, quand tu es créateur de contenu, tu vas avoir n'importe quelle marque que tu aimes bien. Tu Mhm. leur dis, ben, moi je parle de vous, donc donnez-moi un lien d'affiliation parce que
je veux être rémunéré quand même, je vous fais de la pub. Mhm. Tu vas avoir n'importe quelle marque aujourd'hui, ils te font ça. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Donc, en fait, il y a moyen, en fait, d'être quand même indépendant. Mhm. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais c'est pas vraiment indépendant de faire ça. Mais moi, je trouve que, franchement, dans ma démarche, je trouve ça quand même assez honnête et transparent de dire, moi, j'utilise des trucs et je peux vous montrer, j'ai mes comptes et tout. Donc, quand je vous en parle, c'est normal que je mette un lien d'affiliation et que je puisse aussi toucher des revenus dessus. Et par contre, quand il y a des plateformes qui sont nulles à chier, pardon, je m'énerve. Quand il y a des plateformes qui sont pas ouf et qui viennent me dire on vous propose tant d'argent parce que souvent les plateformes qui sont pas ouf, ça veut dire qu'il y a des frais, ça veut dire qu'elles gagnent beaucoup d'argent, ça veut dire qu'elles sont prêtes à payer cher les influenceurs, les créateurs de contenu. Mhm. Et quand il y a une plateforme qui vient et qui me dit ça, voilà, mais que j'aime pas la plateforme, et là je dis non. Clairement, c'est non. Donc voilà. Donc j'essaie moi d'avoir cette approche. Je trouve que c'est plutôt bien. Je salue quand même tous les gens qui refusent l'affiliation. Moi, bravo, tu vois, mais je trouve qu'on peut être quand même indépendant tout en ayant de l'affiliation. Il y a pas de Mhm. tant que tu as testé le produit et que tu es sûr de toi et que tu l'utilises toi au quotidien et que pour toi c'est le meilleur. Moi, je suis OK de dire regardez, moi j'ai fait mes recherches, pour moi c'est le meilleur donc Ok. j'en parle quoi. Ouais, c'est pas vraiment promouvoir n'importe quel site juste pour pouvoir faire gagner un chèque et tout ça. C'est vraiment des services que tu utilises, des services que tu as testés, que tu conseilles et voilà, sur lesquels tu es transparent, quoi. Ouais, exactement. C'est Ok. exactement ça. Et du coup, ouais, il y a 3 sources de revenus. Du coup, c'est l'accompagnement, l'affiliation et YouTube. Ok. Bon, et au niveau de ton patrimoine en bourse, tu as quoi comme patrimoine? C'est quoi ton capital à peu près? Au niveau de mon patrimoine, grossièrement, c'est autour de 200 000 euros. Mhm. Et, du coup, j'ai essentiellement de la bourse, autour de 60% de bourse. Et après, j'ai des SCPI. Alors, bourse, je dis actions et obligations. Et après, j'ai des SCPI, donc l'immobilier passif. Mhm. Et j'en ai aussi en société. Donc, j'ai du patrimoine perso et du patrimoine pro, quoi. Ouais. Parce que en société, tu peux faire de très, très belles choses avec des SCPI. Mhm. Donc en CPI, j'ai du crowdfunding aussi. J'ai un petit peu de private equity, donc c'est des actions qui sont non cotées en bourse. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai un petit peu de crypto. Et est-ce que j'ai autre chose? C'est déjà pas mal, je pense. Un peu de Ouais, métaux c'est précieux. beau. C'est beau. Bon, je pense que je vais te poser la dernière petite question, du coup, qui a rien à voir avec la bourse. La crypto, justement, tu en parles. Qu'est-ce que tu as comme crypto? Qu'est-ce que c'est pour toi l'avenir de la crypto? Comment tu le vois d'ici 5 ou 10 ans, la crypto? Est-ce que ça peut remplacer le marché boursier, la crypto? Non, non, ça peut pas remplacer le marché boursier parce que le marché boursier, il a une utilité qui est les actions. Et les actions, la propriété des entreprises, etc. Ça peut pas changer. Pour moi, en tout cas, je vois pas changer le marché boursier qui existe depuis. Je crois que le premier marché boursier, c'était dans les années 1700. Ouais. Voilà, donc ça fait quand même un bail. Je vois pas dans 10 ans quelque chose qui changerait comme ça. Et et du coup, ouais, non, les cryptos, moi, je suis pas du tout, je suis pas maximaliste, je suis pas anti-crypto non plus. Moi, j'ai une approche un petit peu de me dire, un petit peu comme en bourse, je suis humble et je me dis, j'en sais rien en fait. Donc, on va diversifier. Ok. Franchement, personne n'a de boule de cristal. Mhm. N'importe qui fait une prédiction aujourd'hui sur l'avenir d'une action ou d'une crypto, pour moi, ça n'a pas de valeur ajoutée, cette information-là, cette prédiction. Parce que personne ne peut prédire l'avenir aujourd'hui, sauf des gens qui ont des délits d'initié, qui font des délits d'initié, donc qui savent des infos privées, qui n'ont pas le droit de dire normalement dans le marché boursier. Dans le crypto, c'est légal, c'est pas régulé, donc bon, tu peux faire des délits d'initié. C'est pas illégal. Donc là, ok pour une prédiction, mais bon, c'est pas très fair play. Mhm. Donc ouais, quelqu'un qui fait des prédictions aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucune valeur Mhm. ajoutée. Et donc non, moi j'essaie juste d'avoir un petit pourcentage parce que c'est quand même très risqué, c'est quand même tout neuf, le marché des cryptos. Bitcoin, ça a été mis en place en 2009. Mhm. C'est tout récent, on a très peu de recul. Voilà, j'en ai un petit peu, mais c'est évidemment pas le cœur de mon portefeuille, quoi.
Ok. Ouais, c'est juste le côté diversification de si un jour il y a un gros quelque chose qui se passe, j'aurai déjà une petite partie de mon patrimoine dessus. Ouais, Plus que pour de la spéculation de se dire ça va faire grossir mon portefeuille et voilà. Ok. ouais, voilà. Bon, ben c'est bien. Ben, est-ce que si ça te dit, on finisse par une petite liste de questions, plus ou moins, voilà, qui ont pas forcément de rapport avec la bourse. Tu réponds par oui ou par non, des réponses courtes, histoire de terminer, on va dire, en beauté cette interview. Et Ça marche. Et voilà. Ok. Alors, si tu devais choisir un seul ETF, ce serait lequel? Ce serait un ETF MSCI ACWI IMI. En gros, c'est un ETF qui prend 9000 boîtes. Donc, ok, 99% du marché boursier en termes de capitalisation. C'est un énorme truc. ok. Donc, ouais, cet ETF, au moins, on est sûr d'être diversifié et on en a qu'un seul, quoi. Ok. Si tu devais choisir une seule action, ce serait laquelle? Une seule action. Ah ouais, d'accord. C'est dur, là. Je dirais, Berkshire Hathaway. C'est du coup l'entreprise de Warren Buffett. Et je dois détailler à chaque fois, je dois expliquer. Non, 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 pas forcément. Enfin, si tu as envie d'expliquer, tu peux. Après, si tu veux Non, juste je peux dire, je expliquer. fais ça, C'est parce que du coup, c'est un fonds d'investissement et à l'intérieur de cette action, il y a plusieurs actions. C'est un peu triché, mais c'est un petit peu comme un ETF du coup. Et donc, ben Warren Buffett, il investit sur Apple, Coca-Cola, etc. Donc, in fine, sous-jacent, on a plusieurs actions avec Berkshire Hathaway. Ok. Ok, ok. Si demain tu ne pouvais plus vivre en France, pour une raison X ou Y, dans quel pays est-ce que tu aimerais habiter? J'irai habiter là où il y aurait ma famille et mes amis, je pense. Mais allez, si c'est moi qui choisis, on irait peut-être en Thaïlande. Ça y est. Ok. Après, Est-ce que j'aurais bien l'argent aimé un pays où on parle français parce que Ouais, j'aime bien j'aime bien parler français, tu vois. ouais, Genre, ok. j'ai vécu un peu en Australie, c'est Ah, bien. toujours dur de pas comprendre à 100% les blagues, les petits trucs. Ok. Donc, mais bon, T'as il vécu fait trop combien de temps froid en au Québec, Australie? donc je dirais la Thaïlande. Ah, t'as vécu au Québec aussi? Ou non, 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 je Québec, veux dire, c'est. il fait trop froid au Québec, donc bon, des pays francophones ou sinon en Afrique. D'accord. Bon, je Ah sais bien. pas où j'irai. Mais Thaïlande, Ok. sinon, allez, disons Thaïlande. Ok. Est-ce que l'argent fait le bonheur? En partie. Ok. Est-ce que tu es célibataire ou en couple? En couple. Ok. La chaîne YouTube d'investissement que tu regardes le plus? D'investissement. Ouais, tout ce qui est investissement, tout ce qui touche l'investissement, le placement, etc. Pas de divertissement, on en parlera juste après. Ouais, Ok, vraiment. je dirais Ben Ça. Félix, qui est un Ok. Canadien qui est incroyable. Ok. Et du coup, la même question avec le divertissement. Tu vois, si tu dois regarder une chaîne YouTube, tu dis, vas-y, j'ai 20 minutes à perdre, je vais me mettre une vidéo d'un YouTuber. En ce moment, je tape interview Edouard Baird. Il me fait extrêmement rire. Edouard Baird? Mais D'accord. j'ai pas vraiment de chaîne. Je regarde pas trop YouTube. En vrai. Je D'accord. suis peut-être un YouTuber, mais je regarde très peu YouTube en fait. Ok. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, toujours dans le sud, pas loin de mes proches, toujours là, hein. Moi, ça me va Ouais, très bien. après, plus du où, c'était pas tellement le où géographiquement, mais plus toi en tant que Mathieu, investisseur. Ah oui, je vois, je vois. Ah, tu m'as mis dans le choix du pays tout à l'heure, du coup, Ouais, ouais, ouais. je pensais C'est encore. des petites chaînes. Non, alors je me vois où? Je me vois toujours faire ce que je fais, démocratiser l'investissement et kiffer ma vie avec mes proches et avec mon chien. Non, mais moi je j'ai pas de projet transcendant. Je veux dire, j'aime bien me contenter de ce que j'ai, tu vois. Donc Ok. je suis bien là. Ok, parfait. Quelle est ta musique préférée? Ma musique préférée, je dirais Vesoul de Jacques Brel. Oh, Très belle chanson, C'est ok. intemporel ça. carrément. Très très bon chanteur, d'ailleurs. Ton film préféré? Je dirais American History X. Ok. Ah, je l'ai vu qu'une fois, c'était il y a des années ce film. Ok. Faut au moins le T'as revoir juste pour l'intro quoi.
Ouais, ok. Mais je ferai ça dans l'après-midi ou ce soir. Non, Ta série préférée? Westworld. Ok, je connais pas. Ton livre préféré? Euh, On reviendra sur le je sujet dirais des livres. bon, ça sera un livre d'investissement parce que bon, je lis beaucoup de livres sur l'investissement, mais Ok. un vraiment que j'ai adoré, c'est A Random Walk Down Wall Street de Burton Malkiel. Ok. Est-ce que tu étais un bon élève à l'école? Ouais, même un très bon élève. D'accord, ok. Ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, c'est, je dirais, bon, voir mes proches, mes amis, tu vois, un truc banal, quoi. Ok, Non, ou sortir. J'adore sortir mon chien tout seul. Tout d'accord. seul, là, Ok, c'est mon truc, ça. ok. Mais non, sinon, banal, tu vois, faire du sport, aller voir ses amis, prendre un bon resto, aller au cinéma, Ouais, passer un bon moment, quoi. passer un bon moment, rigoler, petite Ok. soirée, des trucs, quoi. Ok. De quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta vie? De mes parents. D'accord, c'est beau. Ton sport préféré? Mon sport préféré, c'est à jouer ou à regarder? N'importe. Bah, du coup, 2 questions. Quel est ton sport préféré à jouer et à regarder? À jouer, moi, j'aime beaucoup le tennis. Ok, Et à regarder, je regarde jamais le sport, mais je regarde les coupes du monde, quoi, de football, tu vois. Ou le rugby. Le rugby, j'aime bien le rugby aussi. Regarder, c'est même mieux que le foot des fois. ouais, Mais bon, le football, tu vois, c'est assez transcendant quand il y a les gens ouais, autour de toi qui sont aussi dans l'euphorie du moment. Donc, les coupes du monde, quoi. Coupe du ok, monde, carrément. je regarde que ça, quoi. Coupe du monde, Coupe d'Europe, allez, Ok, de football. ouais, pas les... Ok, parce que tu nous parlais de Ligue 1 tout à l'heure. Non, c'était mais pour je l'exemple. connais, mais je regarde pas. Et Ok. le rugby, j'aime bien aussi, là. En janvier, là, je vais voir le Stade Toulousain aussi. Mhm. Ça, c'est pas Ok, mal à aller voir en vrai, quoi. Ouais, carrément. Ouais, au stade, c'est une autre ambiance que la télé. Ouais. c'est bien. Si tu devais faire un repas avec une personne de ton choix, ce serait qui? Ou vivante, ou décédée, ou les deux. Ah, ok. Genre une star. Ouais, qui tu veux. T'as une Euh, personne d'un claquement de doigts, on te le met, là, on te dit, allez hop, Mathieu, ben, petit repas. ben, je dirais Jacques Brel hein, aussi. D'accord. Parce que Ok. quand tu le regardes dans les interviews, il est super intéressant, super. Non, j'aime beaucoup. J'aimerais bien, ouais, dîner avec lui. Ce serait Ok. incroyable. Ok. Est-ce que tu es heureux dans la vie? Ouais. 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 Après, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas vraiment de bonheur Ouais, mais dans le durable, sens, est-ce que constant, tu te mais sens bien? globalement, Est-ce ouais. que... Ok. Ouais, Globalement, ouais. c'est pas Mathieu, genre, qui est sympathique devant la caméra et qui, derrière, est au Qui fond va du pleurer. trou. Ouais, carrément. Ok. Non, non, non. Quel a été ton plus gros échec en tant qu'investisseur, entrepreneur, ou même dans la vie quand tu étais jeune, ou des choses comme ça? Le truc qui t'a mis la plus grosse claque, Plus grosse claque dans ma vie en tant qu'investisseur, entrepreneur Ouais, ou dans la vie, même en général. ou dans la vie, plus gros échec. En vrai, non, j'ai ouais, beaucoup d'échecs, tu vois, des petits, enfin, c'est tous les jours, ça, tu vois. Ouais. J'en sors, j'y retourne, mais des Il y échecs en au a pas un sport, tu vois, partout, mais un grand comme ça qui m'a marqué, non, j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. Ok. et dernière question, est-ce que tu as des regrets dans la vie? Non, non, pas de regret. Non? Ok, ben c'est magnifique. C'est tout pour moi, en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu, Ben, merci à toi. fait interview, C'était très cool. d'avoir pris ce temps, carrément, c'est réciproque. J'avais encore énormément de questions, mais je pense que si on les pose toutes, on en a jusqu'à demain matin. Écoute, merci beaucoup. Vous retrouverez la chaîne de Mathieu, sa formation et la vidéo dont il a parlé dans la vidéo, c'était sur Je sais plus Sur ce que c'était, la rente par vente. justement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. tout ça dans la description directement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est une chaîne de ouf. Et puis voilà. Merci Mathieu. Ben, merci beaucoup, Lucas. Allez, salut. Ciao. Salut.